Bonjour à tous, capsule juridique numéro 192 du 12 décembre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie. Aux USA, tout d'abord, le 5 décembre dernier, le procureur général de l'État du Nouveau-Mexique a déposé une plainte de 228 pages contre la société Meta et contre son dirigeant Mark Zuckerberg. Il s'agit d'une plainte pour des faits liés au trafic d'enfants à des fins sexuelles réalisés à l'aide d'Instagram et de Facebook. Dans un article explicatif, on peut lire notamment ceci, je cite. Le procureur général démocrate du Nouveau-Mexique, Raúl Torres, avait pris des mesures décisives contre les géants de la technologie Meta Platforms, son PDG Mark Zuckerberg et les entités associées, notamment Instagram et Facebook Holdings. Le procès déposé jeudi représente un effort audacieux pour lutter contre l'exploitation des enfants sur les plateformes de médias sociaux. Notre enquête sur les plateformes de médias sociaux de Meta démontre qu'il ne s'agit pas d'espaces sûrs pour les enfants, mais plutôt de lieux privilégiés où les prédateurs peuvent échanger de la pédopornographie et solliciter des mineurs à des fins sexuelles, a déclaré le procureur général Torres dans un communiqué. En tant que procureur de carrière spécialisé dans les crimes contre les enfants sur Internet, je m'engage à utiliser tous les outils disponibles pour mettre fin à ces horribles pratiques, et je tiendrai les entreprises et leurs dirigeants responsables chaque fois qu'elles font passer les profits avant la sécurité des enfants. Un peu plus loin dans l'article, le bureau du procureur général a publié le contenu graphique de son enquête rédigé de manière sélective, ne montrant que des parties nécessaires pour exprimer la gravité de la situation, tout en garantissant que la vie privée et la dignité des victimes sont pleinement respectées. Des découvertes récentes ont révélé un réseau de comptes Instagram offrant prétendument des moyens illicites d'acquérir ou d'échanger du matériel pédopornographique et du contenu sur l'exploitation sexuelle des enfants. Les enquêtes révèlent que ces comptes fournissent des instructions pour déplacer les conversations vers des supports hors ligne, tels que WhatsApp ou Telegram, des plateformes qui offrent un cryptage de bout en bout et sont hors de portée d'une surveillance de routine. Fin de citation. Selon la plainte, une recherche sur les termes tous les nouveaux liens pour enfants disponibles, sur Instagram par exemple, a donné des dizaines d'options pour du matériel pédopornographique, et notamment le terme pizza au fromage, avec ses initiales communes, est connu pour être un indicateur de pédopornographie. La plainte elle-même, que j'ai parcourue rapidement mais sans avoir le temps de lire en détail les 228 pages pour l'instant, contient déjà une table des matières au titre éloquent. Dans l'introduction, on peut notamment lire ceci, je cite. Les plateformes de Meta, Facebook et Instagram sont un terrain fertile pour les prédateurs qui ciblent les enfants pour la traite des êtres humains, la distribution d'images sexuelles, le grooming et la sollicitation. Les adolescents et les préadolescents peuvent facilement s'inscrire à des comptes sans restriction en raison de l'absence de vérification de l'âge. Lorsqu'ils le font, Meta leur envoie du matériel préjudiciable et inapproprié. Il permet à des adultes non connectés d'avoir un accès illimité à eux, que ces adultes utilisent pour la prospection et la sollicitation. Les plateformes de Meta agissent de la sorte même si Meta a la capacité de déterminer si ses utilisateurs sont mineurs et de fournir des avertissements ou d'autres protections contre les contenus qui sont non seulement nuisibles pour les mineurs mais qui présentent également des risques importants de sollicitation et de traite des êtres humains. Depuis des années, Meta est informé par des sources externes et internes des dangers d'exploitation sexuelle que ces plateformes présentent pour les enfants, mais il n'a pas réussi, je mets moi-même réussi entre guillemets, à endiguer le flot de matériel pédopornographique et de propositions sexuelles préjudiciables transmis aux enfants. En bref, Meta a permis à Facebook et Instagram de devenir un marché pour les prédateurs à la recherche d'enfants auxquels s'attaquer. Le comportement de Meta n'est pas seulement inacceptable, il est illégal. Cette action vise à forcer Meta à mettre en place des protections pour les enfants parce qu'elle refuse de le faire volontairement. Et je m'étais évidemment de mon côté réussi entre guillemets, parce que bien entendu elle n'a pas essayé, dans la mesure où quand ils veulent nous sanctionner pour des propos sur des injections expérimentales, ils y arrivent très bien et c'est assez rapide. Je cite toujours le début de la plainte. Tout en sachant qu'elle n'a pas réussi à endiguer l'exploitation sexuelle des enfants sur ces plateformes, Meta a ciblé les vulnérabilités des enfants en fonction de leur âge, en adoptant des algorithmes et des conceptions de plateformes qui créent une dépendance chez les jeunes utilisateurs. Fin de citation. Un peu plus loin, de nombreux comptes Instagram proposant des liens pour acheter ou échanger du matériel pédopornographique avec des instructions pour se connecter hors ligne, généralement via WhatsApp ou Telegram, pour des transactions. Une recherche de tous les nouveaux enfants disponibles sur Instagram a donné des dizaines d'options pour le matériel pédopornographique, notamment les mots cheese pizza avec ses initiales communes, connu pour être un substitut à la pornographie enfantine. Et il y a des tas de figures, de screenshots des posts en question. Un peu plus loin dans la plainte, je cite à nouveau,
Les comptes des vendeurs de matériel pédopornographique sur Instagram comprenaient également des images graphiques d'enfants avec des organes génitaux d'adultes et des rapports sexuels impliquant des enfants, y compris par exemple un profil avec une image d'un jeune garçon semblant avoir entre 5 et 7 ans, pratiquant des rapports sexuels oraux avec un homme apparemment adulte, etc., etc., etc. Le procureur du Nouveau-Mexique demande à la juridiction saisie notamment de déclarer que chaque acte, déclaration et ou omission des défendeurs décrits dans la plainte constitue une violation distincte et délibérée de la loi américaine. Déclarer que le comportement déraisonnable et illégal des défendeurs a créé une nuisance publique, imposer à chaque défendeur des sanctions civiles pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour chaque violation de la loi, et il y en a une ribambelle. Interdire définitivement à Meta et à ses employés, dirigeants, administrateurs, agents, ayants droit, successeurs, filiales et autres personnes agissant de concert ou en participation avec elles de se livrer à des pratiques déloyales, abusives et trompeuses en violation de la loi du Nouveau-Mexique et leur donner une injonction en ce sens. Prendre une ordonnance enjoignant à Meta de mettre fin à la nuisance publique causée par le comportement déraisonnable et ou illégal de Meta, restituer tous les bénéfices et les données injustement et illégalement obtenus du fait de ces publications, et faire porter tous les frais, faire supporter tous les frais par Meta, Zuckerberg et autres. Fin de citation. Alors je vous suggère de faire circuler cette capsule et les liens qui l'accompagnent auprès de tous ceux qui depuis des années nous rient au nez, nous injurient ou coupent toute communication dès qu'on ose parler non seulement de trafic sexuel d'enfants à grande échelle, mais aussi de ce fameux Pizzagate, parce qu'il est grand temps qu'ils commencent à admettre enfin que certains spécimens vivant sur notre planète ont perdu toute humanité, pour autant qu'ils en aient eu un jour. En refusant que nous en parlions, en refusant de nous écouter, vous ne rendrez pas ces horreurs moins réelles. Ouvrez les yeux sur le monde qui vous entoure, si vous voulez vraiment avoir une chance qu'il change pour de bon. Et utilisez votre énergie pour vous révolter contre les bonnes personnes au lieu de nous crier dessus. Le réveil va être rude pour certains, mais j'espère que ça décuplera leur volonté de justice et de vérité. Quant aux journalistes qui refusent d'y consacrer la moindre ligne, qu'ils soient certains qu'on fouillera partout pour comprendre pourquoi ils ont refusé de parler pour informer réellement. Ces horreurs existent depuis des décennies, depuis des siècles même, et nous sommes à l'aube de voir enfin de vraies poursuites. Regardez notamment sur mon canal Arrestations, poursuites judiciaires et condamnations le nombre d'arrestations récemment annoncées. Alors il reste évidemment les gros poissons, mais on les aura et je n'en ai jamais été aussi sûre. En fait, ça fait 25 ans quasiment que j'attends que ceci arrive et je crois qu'on est vraiment tout proche d'y arriver. Alors sur un autre sujet, toujours aux USA, la fondation America First Legal lance une action contre le HHS et la FDA. Le HHS, c'est en gros le ministère de la Santé, pour avoir dissimulé des documents sur la suppression par le gouvernement américain de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine comme traitement du Covid-19. Cette fondation se décrit comme une organisation à but non lucratif qui œuvre à la promotion de l'état de droit aux USA, à la prévention des abus du pouvoir exécutif, à la garantie d'une procédure régulière et d'une protection égale pour tous les Américains et à l'encouragement de la connaissance et de la compréhension par le public de la loi et des droits individuels garantis par la Constitution des USA et des lois des États. Elle cherche notamment à promouvoir la transparence et la responsabilité du gouvernement. Dans un premier temps, à partir de l'été 2022, cette fondation a déposé une requête sur base de la loi sur la liberté de l'information pour obtenir différents documents afin de déterminer pourquoi Anthony Fauci a décidé de supprimer l'utilisation de ces traitements pour traiter le Covid. On sait évidemment pourquoi, mais le but était de le démontrer. Ils n'ont pas reçu de réponse et ont donc assigné ces deux administrations. Dans un article, le conseiller juridique de cette fondation déclare ceci, je cite « Les véritables raisons de l'attaque du gouvernement fédéral contre l'hydroxychloroquine et l'ivermectine n'ont jamais été rendues publiques. Nous ne savons pas pourquoi, en pleine pandémie, le gouvernement s'en est pris aux médecins qui prescrivaient ces médicaments potentiellement utiles et a contraint les pharmacies à rejeter les ordonnances. Mais la fondation continuera à se battre pour que la vérité sur le Dr Fauci et ses collègues soit révélée. » Fin de citation. La plainte fait une trentaine de pages, mais il y a beaucoup d'annexes et je vous donne évidemment le lien sous ma capsule. Elle vise à faire condamner la FDA et le HHS à divulguer les documents demandés dans un délai à fixer et accompagné d'un index de tous les documents aux frais des administrations en question. Le reste de la plainte est constitué de pièces diverses, essentiellement les échanges entre la fondation et les administrations pour tenter d'obtenir les pièces en vain. J'en reparlerai donc sans doute par la suite et je mets donc les différents liens sous cette capsule, y compris celui vers le compte Twitter de cette fondation, parce qu'ils y évoquent notamment d'autres actions, notamment également pour protéger les enfants contre la folie de la propagande transgenre intensive, ainsi que contre la famille Biden pour des faits de corruption de façon indirecte via une action contre les archives nationales.
Donc ils sont assez actifs et je ne sais pas pourquoi j'avais encore jamais parlé de cette fondation, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors en Nouvelle-Zélande à présent, vous avez sûrement vu ces vidéos montrant un lanceur d'alerte qui commente les données de pharmacovigilance relatives au décès des personnes injectées. Il a d'une part diffusé une vidéo faite avec Liz Gunn, qui est une autre lanceuse d'alerte de Nouvelle-Zélande, et ensuite avec Alex Jones, qui met en ligne le média Infowars aux USA. Barry Young, puisque c'est son nom, a ensuite fait l'objet d'une arrestation très rapide. Et si je vous en parle, c'est que l'affaire suscite évidemment des remous. Le New Zealand Herald publiait le 6 décembre un article dont voici un extrait. Je cite. Alors, New Zealand Herald, c'est évidemment de la presse très mainstream. Je cite. Barry Young, 56 ans, a comparu 2 fois devant le Wellington Tribunal du district lundi, recevant une ovation debout d'une tribune publique pleine lors de sa première comparution procédurale. Il est retourné cet après-midi pour qu'une demande de libération sous caution puisse être entendue. Sa demande de libération immédiate sous caution a été refusée, mais le juge a accordé une libération sous caution à condition qu'il soit libéré à 13h le lendemain. Barry Young donc, a été interviewé la semaine dernière sur un site néo-zélandais sur la théorie du complot, dans lequel il affirmait avoir développé une base de données pour le déploiement du vaccin et en citait des extraits. Malgré cette interview précédente avec sa collègue théoricienne du complot, elle aussi, Liz Gunn, le site internet d'Alex Jones, Infowars, titre cette apparition la plus récente comme suit. Un lanceur d'alerte donne sa première interview, lâche d'énormes bombes de vérité. Fin de citation du titre de la vidéo d'Alex Jones. Un peu plus loin dans l'article, après une plainte déposée par alors Te Ora, je crois que c'est l'organisme de pharmacovigilance, si j'ai bien compris, c'est pas très clair. Young a été arrêté hier et accusé d'avoir accédé de manière malhonnête à un ordinateur. Fin de citation. Et le site consacre ensuite quelques paragraphes à démontrer en quoi Alex Jones est un méchant théoricien du complot et s'éloigne donc de la question fondamentale de l'éventuelle faute de Barry Young, puisque c'est quand même ça la question. Puis l'article poursuit dans les termes suivants, je cite à nouveau. Alors que Young était ramené en cellule après sa première comparution, il a crié « liberté » à la tribune du public. Son adversaire, donc le fameux organisme Te Ora, a obtenu vendredi une injonction urgente pour empêcher la diffusion des données, a déclaré la directrice générale. Les données, telles que publiées sur un site étranger, semblent avoir été anonymisées. L'analyse des données publiées est en cours, mais les travaux jusqu'à présent n'ont trouvé aucun numéro d'index national de santé ni aucune information personnellement identifiable. Fin de citation, ce qui, en d'autres termes, signifie que ils ont poursuivi ce monsieur parce qu'il avait eu accès à un ordinateur pour trouver des données, on va dire, violant la vie privée de la population, si je les suis bien, même si l'article n'est pas très clair. Et en fait, ils ont beau retourner les données, ils ne trouvent aucun indice, aucune information qui permettrait une identification des personnes, de telle sorte qu'en réalité, si on va jusqu'au bout du raisonnement, il n'y aurait pas d'infraction. Voilà, affaire à suivre. Et s'il s'avère que Barry Young a bien anonymisé les données de façon à n'encourir aucun reproche, eh bien je crois que l'affaire pourrait, le soufflet pourrait retomber tout seul, je ne sais pas, on verra bien, affaire à suivre. En Italie à présent, l'ancien ministre de la Santé, Roberto Speranza, et l'ancien directeur de l'agence italienne des médicaments, Nicola Magrini, font l'objet de poursuites pénales. Dans un article daté du 23 novembre, on lisait notamment ceci, je cite, « Nous devons faire la lumière pour clarifier ce qui s'est passé et comprendre ce qui pourrait arriver. Nous devons avoir la certitude que nos institutions sanitaires décident pour notre sécurité et non en fonction des intérêts des sociétés pharmaceutiques. » Fin de citation. Toujours dans l'article, on lit « Le parquet de Rome, précisément sur la base des éléments recueillis par notre enquête, a ouvert une enquête contre l'ancien ministre et contre l'ancien directeur général de l'agence du médicament. » Fin de citation. Et l'auteur de l'article précise ensuite que l'avocat de l'ancien ministre demandait à ce moment-là un non-lieu. L'information est aussi confirmée par une chaîne allemande dans une vidéo qui a été traduite en anglais et qui dit notamment ceci. Je cite. Le parquet de Rome enquête sur Roberto Speranza, ministre de la Santé du gouvernement italien à l'époque des mesures Covid. Il était responsable de la campagne de vaccination. Ces enquêtes font suite à des plaintes liées au courriel de l'agence italienne du médicament. L'ancien directeur, Nicola Magrini, fait également l'objet d'une enquête. La publication de ces courriels internes a révélé qu'ils étaient conscients des dangers de la vaccination Covid depuis le début. L'accusation porte sur le fait que le ministre responsable et le chef de l'autorité de contrôle des médicaments ont sciemment et délibérément exposé la population italienne sans méfiance à ce risque. Oui, ils ont encouragé les Italiens à se faire vacciner. La vaccination a même été rendue obligatoire pour certains groupes professionnels. Par conséquent, de nombreux effets secondaires, y compris des effets mortels, ont été révélés.
Les enquêtes portent sur des meurtres, des lésions corporelles graves et plus encore, car Speranza et Magrini ont manifestement donné des instructions aux autorités sanitaires locales pour qu'elles dissimulent les décès et les effets secondaires graves survenus immédiatement après le début des vaccinations, afin de ne pas compromettre la campagne de vaccination et de rassurer les citoyens quant à leur sécurité. Le ministre responsable et le chef de l'agence italienne du médicament doivent maintenant répondre de ces actes, selon les plaignants des syndicats de police et de la police financière, ainsi que de l'organisation privée Listen to Me, donc sans doute une association qui représente 4200 personnes lésées par les vaccins. En Italie, les policiers et les enseignants ont été soumis à la vaccination obligatoire contre le Covid. Fin de citation. Voilà, donc encore une affaire à suivre de très près, ça bouge vraiment beaucoup. Pour terminer, une petite citation, je cite « Ceux que le troupeau déteste le plus, c'est ceux qui pensent différemment. Ce n'est pas l'opinion en soi, mais l'audace de penser par soi-même, chose qu'ils ne savent pas faire. » Fin de citation, et c'est attribué à Arthur Schopenhauer. Et dans des termes moins polis, je vous suggère une bonne dose de bonne humeur en musique. Alors je mets sous cette capsule le lien vers une recherche sur YouTube menant à une chanson qui s'appelle « We Are the 99%. » Et cela mène à différentes versions de cette chanson, et je joins aussi, toujours sous ma capsule, les paroles complètes en anglais et en français, pour autant qu'on puisse mettre des notes aussi longues, j'espère. Et je vous laisse écouter ça, interprété dans différentes manifestations. Alors si je devais résumer la chanson, je dirais que le chanteur, avec ses mots bien à lui, et auteur de la chanson d'ailleurs, je crois qu'il l'a écrite lui-même, dit en substance aux psychopathes d'en face ce qu'ils peuvent faire de leur agenda. Voilà, ça c'est un peu le résumé. Je vous laisse découvrir ça. Je vous conseille de pousser le son à fond et je vous assure que ça donne le sourire. La chanson est reprise par les foules et ça donne une très très bonne dose d'énergie. Je m'en suis souvent servi en boucle même quand je parlais dans le désert, même au sein de ma propre famille, que mes enfants me regardaient comme une extraterrestre et que j'étais quasiment au bord des larmes tant j'en pouvais plus de parler à un mur. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis le résultat de la recherche pour que vous trouviez la version qui vous plaît le plus. Il y en a toute une série. À très bientôt. Tenez bon, il paraît qu'il faut surtout pas que j'oublie ceci à la fin de mes capsules, donc tenez bon. Voilà, à bientôt, au revoir.